D'abord, merci pour votre accueil et pour cette invitation. J'ai passé vraiment un bon moment à préparer ce topo sur les voies aériennes de l'enfant, anatomie et prise en charge. Et surtout, je voulais remercier Jean-Philippe pour cette organisation qui est vraiment extraordinaire et un dynamisme, je trouve, sans pareil. Mes liens d'intérêt, je n'en ai pas, sauf que j'ai participé au titre de la SFAR et de la DARPEF la RFE sur la gestion des voies aériennes de l'enfant. Elle a été publiée et présentée publiquement au cours du congrès de 2018. Alors avant de parler de la gestion des voies aériennes, il est important d'avoir, je pense, deux notions en tête qui s'inscrivent dans le contexte. Lorsqu'on veut gérer les voies aériennes de l'enfant, il faut avoir en tête l'importance du temps. L'apnée chez l'enfant, qui va être tolérée ou tolérable, est courte. C'est-à-dire que cette durée d'apnée qui va être avant une désaturation va être proportionnelle à l'âge de l'enfant. Deux études, l'étude de Patel et l'étude de Humphrey, 1994-2017, montrent qu'après une préoxygénation, une fraction expirée en oxygène supérieure à 90%, les enfants de 0 à 6 mois, vous aurez moins de 2 minutes pour intuber la trachée. Entre 6 mois et 24 mois, 2 minutes. Et entre 2 et 5 ans, vous aurez entre 2 minutes et demie et 3 minutes. C'est-à-dire qu'on a des durées d'apnée qui sont brèves et qui sont proportionnelles à l'âge de l'enfant. Ce point est essentiel lorsqu'on travaille en pédiatrie et vous devez toujours l'avoir en tête. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, vous allez avoir besoin de reventiler l'enfant. Et donc, si vous n'avez pas eu un succès à l'intubation, par définition, vous avez eu un échec. Et lorsqu'on a plusieurs échecs d'intubation, ce risque d'échec sont associés à des événements cardiovasculaires ou respiratoires. Ce n'est pas une petite étude, c'est une étude énorme qui l'a montré. C'est l'étude européenne Apricot. Il y avait 31 000 procédures des enfants de la naissance en 15 ans. Il y avait 261 hôpitaux qui participaient. Et ce que montrait ce travail, c'est qu'au-delà de 3 échecs pour le contrôle des voies aériennes, que vous mettiez un tube ou un masque laryngé, on avait un risque majeur de complications respiratoires et cardiovasculaires. Ça veut dire quoi ? Quand vous prenez en charge les enfants et que vous en êtes au temps du contrôle des voies aériennes, il faut que vous ayez en tête l'horloge, que vous soyez précis, délicat et rigoureux. Le clé du succès, il faut connaître son anatomie. Dans tous les cas, vous l'avez compris, il va falloir prévenir le risque de l'échec. Vous devez garder en tête que vous ne devez pas tolérer une hypoxémie. Et vous allez voir que le clé du succès aussi, c'est de travailler en équipe. Alors, un bébé. La première contrainte anatomique, vous le voyez, c'est la taille de l'occiput. C'est majeur, c'est proéminent. Et deuxième contrainte, c'est la taille de la langue. Donc si vous le mettez en position neutre ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une obstruction des voies aériennes. Chez l'adulte, lorsqu'on veut optimiser l'alignement des fameux 3 axes, l'oral, le pharyngé et laryngé, il est recommandé de mettre un coussin sous la tête. Si vous faites ça à un enfant, vous voyez ici, on l'a fait, ce n'est pas une bonne chose. On obstrue, vous voyez un petit peu l'alignement des voies aériennes n'est pas bon. Si on le met en position neutre, avant 2 ans, ce n'est pas optimal. Si on met un petit coussin sous les épaules, vous voyez ici l'alignement de meilleure qualité. Et là, on a repris un peu rapidement pour avoir une courbe de Capno, parce qu'à force de faire des photos, nous avions un Capno qui s'affaissait un petit peu. Donc l'idéal, c'est un coussin sous les épaules et avec une position un peu en sniffing pour ensuite avoir cet alignement des axes oral, pharyngé, laryngé. Et puis, il y a des différences. Il ne faut pas dire qu'un enfant, c'est un adulte petit. C'est faux. C'est faux, mais ça, on le dit en pédiatrie dans tous les domaines. La langue est beaucoup plus volumineuse. Ensuite, chez l'enfant, gardez en tête qu'il y a un développement des amygdales et des végétations qui va entraîner une obstruction à ce niveau-là. Et puis après, vous avez l'épiglotte. L'épiglotte d'un adulte, tel que vous le voyez lors de vos stages, chez l'enfant, c'est extrêmement difficile. Vous avez en oméga ou en U selon l'âge. Donc,
beaucoup de différences. Et puis, il y a la projection également du larynx en fonction du niveau cervical. À 1 mois, vous voyez ici l'épiglotte, les cordes vocales ici, je ne l'ai pas mis parce que sinon on ne voyait plus rien, et le cartilage cricoïde. Et ça se projette au niveau de C2, C3. Alors que chez l'adulte, ou chez l'enfant ici de 15 ans, on est plutôt en regard de C5, C6. Donc la position du larynx, elle est très haute, et elle est très en avant. Donc c'est ça qui va vous rendre l'intubation complexe. Regardons maintenant le larynx. J'ai pris les dessins d'un livre qui était sacré à ma patronne, qui s'appelait Anne-Marie Cross, et j'ai essayé de vous les représenter ici. Donc, c'était un livre qu'elle travaillait beaucoup sur ce livre des années 96. L'épiglotte de l'adulte est beaucoup plus grande que celle de l'enfant, et celle de l'enfant va avoir tendance à plus basculer sur le larynx. Après, vous avez le cartilage thyroïde, et là, j'attire votre attention, parce qu'on en reviendra à la fin du topo, sur la taille de la membrane cricothyroïdienne. Regardez chez l'adulte et regardez la taille chez l'enfant. Elle est extrêmement petite. Si on regarde ce qui se passe sur la partie postérieure. Sur la partie postérieure, vous voyez, vous avez les cordes vocales ici, et vous avez l'attachement, le plan des cordes vocales chez l'enfant n'est pas horizontal. L'attachement antérieur est plus caudal que l'attachement postérieur, ce qui va rendre un petit peu ce plan incliné va rendre difficile l'intubation par moment et vous allez venir buter. La taille des aryténoïdes est extrêmement importante par rapport à l'adulte. Et là, j'ai représenté 2 cônes. Il est classique de dire que chez l'adulte, globalement, on a la forme d'un cylindre au niveau du larynx. Tandis que lorsqu'on regarde chez l'enfant, il est classique de décrire un cône avec un rétrécissement sous-glottique. Et ça, c'est extrêmement important parce que parfois, vous allez présenter la sonde d'intubation et il ne faudra pas exercer de force car derrière, vous pouvez avoir un rétrécissement si ça bute. Il faudra changer la taille de la sonde. Mais on va le regarder plus précisément ici. Ce travail a été fait chez 128 enfants, 6 mois à 13 ans. Les mesures ont été faites sur vidéobronchoscopie pendant une anesthésie générale. Vous voyez ? Ils ont mesuré et représenté les dimensions de ce cône. Ici, en orange, c'était la glotte, diamètre antérieur-postérieur et le diamètre transversal. Donc, vous voyez très bien la différence significative. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, au niveau du cartilage cricoïde. Vous voyez, il y a une diminution du diamètre antéro-postérieur, ce qui est représenté sur ce schéma ici. Donc, lorsque vous allez présenter la sonde d'intubation, il est possible, vous avez l'impression qu'elle passe au niveau de la glotte, mais elle ne passera pas dû au rétrécissement du cartilage cricoïde. Cette notion est très discutée aujourd'hui, et notamment avec cette étude qui a été faite en TDM et en IRM, où l'on voit, ils ont évalué ce qui se passait en sous-glottique. Et en sous-glottique, peut-être que ce cône n'est pas si restreint que ça, peut-être qu'il serait évase. Ils ont fait des mesures transversales, surface antérieure et latérale. Il semblerait qu'après la période sous-glottique, au niveau de la cricoïde à trachée, le cône serait élargi. Mais ces données doivent être confirmées. Alors, pour éviter ce problème, on pourrait imaginer de mettre des masques laryngés. La masque laryngée en pédiatrie, ce travail, c'est une méta-analyse en réseau. Et vous voyez que différents dispositifs ont été évalués. Il y en avait 16, ce qui représentait 5800 patients et 65 essais randomisés. Tous les dispositifs n'ont pas le même niveau d'étude. Il y en a beaucoup sur l'IGEL et sur le ProCil. Et si on regarde 3 marqueurs qui caractérisent par exemple les propriétés du masque laryngé, vous avez la pression de fuite, le succès, vous avez compris l'importance du succès au premier essai, et la trace de sang sur le masque laryngé. La trace de sang, il y en a sur tous les masques laryngés. Le succès, au premier essai, vous voyez, il y en a un qui est un petit peu limite. Il faut probablement avoir une répétition et un entraînement pour les mettre en place. Ce qui est important pour nous, c'est les pressions de fuite. Et vous voyez ici, je vous ai entouré, ceux qui ont des preuves qui vont
protéger l'enfant des fuites gastriques. Un autre facteur de risque d'échec au premier essai, et ça vous le voyez tous, c'est les petits pois. Souvent chez les petits pois, on a des difficultés à mettre le masque à laryngée du premier coup. Alors la RFE avait suggéré de mettre des masques laryngés de façon favorisée en cas de chirurgie superficielle. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque le masque laryngé est difficile à mettre en place? En fait, il bouge. Et là, dans ce travail, ils avaient regardé la compétence du fibro par rapport à des repérages en ultrason. Pour l'ultrason, ils mettaient la sonde de façon transverse au niveau de l'osioïde et ils vont descendre jusqu'à trouver ces bandelettes qui vont bouger au cours de la respiration, qui sont tout simplement les cordes vocales. Elles sont un peu hypoéchogènes avec un liseré hyperéchogène. Et sur le côté, vous avez représenté les arythénoïdes. Dans ce travail, il y avait 100 enfants de 28 mois aux alentours plus ou moins 19. Ils avaient partagé cette aire en 3 en regardant le mouvement des arythénoïdes au cours de l'intervention. Et ils ont comparé ces résultats avec les résultats obtenus en fibro. En fibro, ils avaient une autre data, c'était le bon placement du masque laryngé. Et en fibro, on sait qu'à peu près dans 50% des cas, le masque laryngé est bien placé. Dans 50% des cas, il est placé un peu trop haut et parfois l'épiglotte fait clapper sur la glotte. Mais ça, l'échographie ne permet pas de le montrer. L'échographie elle permet de montrer la rotation du masque laryngé. Et là, vous voyez, par exemple, un masque laryngé en place avec des arythénoïdes parfaitement symétriques. Et lorsque le masque laryngé va un petit peu tourner, il y a une arythénoïde qui peut avoir un mouvement d'ascension. Et dans ce cas-là, il est recommandé de remettre le masque laryngé dans une bonne place pour éviter les complications respiratoires. Mais l'échographie peut avoir une autre place aussi sur les voies aériennes. C'est pour déterminer au mieux le diamètre interne de la sonde d'intubation. Aujourd'hui, en clinique classique, on utilise des formules de Kine pour les sondes à ballonner, sans ballonner la formule de Cole, et on a une approximation sur le diamètre interne à mettre chez les enfants. Mais dans ce travail, pareil, même technique échographique, on met la sonde et on descend progressivement, et on va mesurer le diamètre au niveau du cartilage cricoïde. Et est-ce que ce repérage est efficace? Dans ce travail, il montrait que dans 100% des cas, on avait un meilleur résultat du premier coup dans le choix de la sonde. Le diamètre était le bon lorsqu'on comparait, quand on utilisait l'échographe par rapport à des formules mathématiques. Et c'était presque aussi bien que l'âge, mais vous le voyez, un peu moins. Donc l'échographe pourrait nous aider dans ce cadre-là pour avoir d'emblée la bonne taille de sonde et avoir évité de changer de dispositif au cours de l'intubation. Alors, ballonner sans ballonner, la littérature aujourd'hui elle est assez claire et les RFE étaient dans ce sens. Pour l'intubation trachéale, il est recommandé d'utiliser des sondes à ballonner plutôt que des sondes sans ballonner et de monitorer la pression du ballonnet sans dépasser 20 cm d'eau. Ça, c'était vrai pour les enfants d'un poids supérieur à 3 kg. Inférieur à 3 kg, les experts quand même pensaient qu'il était mieux d'utiliser les sondes ballonnées. Alors depuis cette RFE, est-ce qu'il y a eu d'autres études? Il y en a eu 2 qui vont toujours dans le même sens. Ça, c'était une étude rétrospective monocentrique. Il y avait 6000 enfants de moins de 7 ans. Et ils ont regardé au fur et à mesure, il y avait 7 ou 8 ans d'études, mais au fur et à mesure, tous les enfants, de plus en plus importante proportion, on avait recours à des sondes à ballonner dans 77% des cas. Et des sondes sans ballonner, par définition 23%. Et ce qui est montré, c'est qu'il y avait beaucoup plus de désaturation dans le groupe de sondes sans ballonner. Et là, une dernière étude randomisée, 86 enfants de moins de 6 ans. Ils avaient randomisé 2 groupes, ballonnés versus non ballonnés. Et leur critère principal, c'était le volume des fuites. Et de façon non surprenante, il y avait beaucoup plus de fuites dans le groupe de sondes sans ballonner qu'avec des sondes avec ballonné. Et dans les sondes sans ballonner, il y avait également plus de changements de sondes, parce que comme ça fuyait plus, on changeait plus souvent, et vous a rappelé l'importance du nombre de changements sur la morbidité. Il y avait plus de désaturation, il y avait plus de voix rauques et plus de mal de gorge. Donc, aujourd'hui,
Si on doit prendre une sonde, c'est sonde avec ballonnet. Alors, est-ce qu'on va avoir des soucis? Quels sont les critères d'intubation difficile? Alors, c'est ce que montrait ce matin Gilles. On était resté sur l'intubation difficile de 2006, avec la dysmorphie faciale, la distance thyromontonaire, l'ouverture de bouche et les ronflements. La malinpathie, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Et il y a certaines études qui ont été publiées depuis qui montrent peut-être l'intérêt de la mesure entre la lèvre inférieure et le menton. C'est sûr, si je vous mets un enfant comme ça, vous allez très vite comprendre l'intérêt de cette mesure. Mais il y a surtout un syndrome polymalformatif dessous. D'autres facteurs de risque d'intubation en pédiatrie, dans ce travail, il y avait 11 000 anesthésies générales, c'est une étude rétrospective monocentrique, et le critère principal était une Cormac 3 ou 4. Les facteurs de risque, c'était un score ASA entre 3 et 4, des enfants de moins de 1 an, vous vous rappelez les diapos du rachis, un BMI de petit poids, les petits poids peuvent être des facteurs de risque d'intubation difficile, la chirurgie cardiologique et la malinpathie ne peut être évaluée qu'à partir de 6 ans. Et le dernier registre est le registre PEDI, 13 hôpitaux, 1000 enfants avec une intubation difficile. Et les facteurs de risque étaient toujours les mêmes, syndrome malformatif, micrognathie, ouverture de bouche limitée, distance thyromontonnière limitée, et surtout, il faut garder en tête que ces syndromes polymalformatifs, souvent, ont des anomalies de la mobilité du rachis cervical. Alors, ces syndromes, on en a vu ce matin, il y en a des multiples. La question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il une anomalie? Et si oui, à quel niveau? Alors, il y en a certains, c'est assez simple, la trisomie 21 ou les mucopolysaccharidoses, c'est à tous les niveaux. Donc, on sait qu'on va aller sur des choses difficiles. Après, il y en a certains, comme les Pierre-Robin, les Goldenard, où on va plutôt avoir des micrognathies. D'autres, comme le syndrome de Hunter et Euler, qui est, je crois, une forme de polymucosaccharidose, on va avoir aussi une macroglossie. Et surtout, penser chez les enfants à évaluer la mobilité du rachis cervical. C'est-à-dire que si on ne peut pas bien mobiliser ou si on a des contraintes, il faudra en tenir compte dans notre choix d'intubation. À l'issue de toutes ces données, au niveau de la RFE, il nous avait été paru important de proposer un algorithme qui est issu de l'algorithme européen et qui a été traduit avec les accords. Il y a quelques différences. Au vu de la littérature qui sépare les deux RFE, c'est que dans les Européens, vous avez 4 essais. Nous avons choisi de mettre que 2 essais. 2 essais de laryngoscopie directe. Et là, vous avez compris l'importance. On ne va pas faire une laryngo sans rien. D'emblée, on met tous les dispositifs que l'on peut. On installe bien l'enfant. S'il y a besoin d'une bougie, d'emblée, on la met. Et si on voit que c'est compliqué de s'exposer, ben d'emblée, il faut passer au vidéolaryngoscope probablement. Dans tous les cas, vous devez garder en tête l'oxygénation. Et si j'ai un souci, j'appelle qui? J'appelle qui? Ça doit être fait avant, parce que vous vous rappelez, le temps, c'est 2 minutes sur les petits. Donc, ce n'est pas au moment où vous avez un problème que vous vous posez ces questions. Il faut se poser les questions avant. Si ça ne marche pas, ben vous devrez passer sur le masque laryngé. Gardez en tête que le fast track chez l'enfant, ce n'est pas possible, parce qu'on a des contraintes de matériel. Et là, soit vous pouvez ventiler, et vous allez essayer soit de faire la chirurgie avec un masque laryngé, ou alors vous allez intuber via le masque laryngé, en vous aidant ou pas d'une bougie ou d'un fibroscope. Et sinon, il faudra penser à arrêter l'intervention. Et lorsque on n'y arrive pas à cette solution-là, ben, il faudra revenir au masque facial. Dans tous les cas, il faut oxygéner. Et si vous ne pouvez pas oxygéner, vous verrez à la fin, on aura quelques soucis. Alors, le vidéolaryngoscope, que penser des vidéolaryngoscopes chez l'enfant? Il y a deux méta-analyses, une Cochrane, une sur le pédiatrique anesthésia. Globalement, c'est assez décevant. Parce que les vidéolaryngoscopes, dans ces études et ces méta-analyses, on mélange tout. Les enfants qui n'ont pas de critères d'intubation, les malades qui ont des enfants qui ont des critères d'intubation difficiles. Donc, pour faire la part des choses, le modèle n'est pas très reproductible. Donc, on se retrouve avec des solutions comme ici, où on dit, en termes de temps pour intuber, ça va plus vite avec un laryngoscope, une vision directe. Oui, mais parce que l'ensemble de ces études, c'est fait par des
pédiatres, des anesthésies en pédiatrie, qui sont des grands experts. En pratique, ce qu'il faut garder en tête, alors pareil, on a les mêmes types de résultats sur le succès à la première tentative. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le vidéolaryngoscope, si vous n'arrivez pas bien à vous exposer en laryngoscopie directe, mais il faut voir si ce n'est pas mieux avec le vidéolaryngoscope. C'est le succès à la première tentative ou dans les 2 premières tentatives. Quelle est la meilleure solution? Et c'est ce qui avait été mis dans la RFE de 2018. Il est probablement recommandé d'utiliser un vidéolaryngoscope en première intention, si on a une intubation difficile prévue, avec une ventilation au masque possible, ou après l'échec de la laryngoscopie directe, afin d'augmenter les chances de succès de l'intubation. Ça ne marche qu'à une condition, c'est que vous soyez entraîné. Si vous découvrez le vidéolaryngoscope ce jour-là, ça ne marchera pas. Donc, il faut s'entraîner. Vous avez, chez l'enfant de moins d'1 an, moins de 2 minutes. OK? Une fois que nous sommes fièrement mis la sonde d'intubation entre les cordes vocales, il faut éviter l'intubation sélective. Comment est-ce qu'on fait? Chez l'enfant de moins de 3 ans, la trachée, c'est à peine 5 cm. Hein. Et puis, sur le marché, il y a plein de sondes. Dans ce travail-là, il en avait évalué 7. La question, est-ce que le liseré noir est un repère fiable? Vous voyez déjà, toutes n'en ont pas. Ça commence bien. Toutes n'ont pas de liseré noir. Et celui-là me paraît un peu moins visible que celui-là. Et en plus, il n'a pas la même distance de l'extrémité que la première sonde, par exemple. Donc le liseré noir va vous permettre quoi? D'abord, il faut le voir. Il faut qu'il soit présent. Il va vous permettre de savoir si votre ballonnet est sous les cordes vocales. Il va éviter d'avoir un ballonnet au-dessus, par définition. Parce que si vous disparaissez entre les cordes vocales, c'est qu'il est dessous. En revanche, il ne vous permettra pas, systématiquement, d'éviter une intubation sélective. Donc, il faudra faire attention. Donc, la sonde d'intubation, on définit son diamètre interne en fonction de l'âge. J'attire juste votre attention sur une petite photo qu'on avait faite dans le service, tandis qu'on essayait des sondes d'intubation. Ces 2 sondes-là, elles ont le même diamètre intérieur. Elles ont le même diamètre intérieur. En extérieur, c'est ce qui doit passer, hein. Le ballonnet, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Donc, quand vous changez de marché ou des choses comme ça, soyez vigilants sur la qualité de vos sondes. Le but, c'est quoi? C'est d'éviter les lésions de la muqueuse. Dans les lésions de la muqueuse, il y a 2 mécanismes majeurs. C'est les mouvements de la tête lors de l'intervention, parce que vous allez, avec la sonde, avoir des pressions itératives, il y aura des abrasions de la muqueuse et des zones de nécrose. Et je vous rappelle l'intérêt d'éviter ces types de complications. Chez l'enfant, vous avez ici la lumière de l'espace sous-glottique par rapport à l'adulte. Et parfois, ces enfants, ils ont des hyperréactivités bronchiques ou des voies aériennes en permanence hyperirritées. Vous avez souvent un œdème associé. Donc un œdème ici et un œdème aggravé par des zones d'inflammation, vous risquez d'avoir des lésions qui vont entraîner des réductions dramatiques de la lumière. Donc être très vigilant lorsqu'on doit vous faire des mouvements de l'enfant au cours de l'anesthésie. Et puis les pressions. Faire attention, être extrêmement vigilant sur les pressions. Je vous ai dit tout à l'heure, les pressions du ballonnet dans la RFE, c'était 20 cm d'eau. Le supraglottif, le masque laryngé, s'il est gonflable, mais dans la RFE, les experts avaient recommandé pas au-delà de 40 cm d'eau. Et dans tous les cas, si vous utilisez du proto, vous devez contrôler régulièrement et être très rigoureux. Sinon, vous aurez du bruit au réveil qui seront signes d'atteinte pathologique de différents niveaux. Ensuite, il faut éviter les hypoxémies. Vous savez, le cartilage de l'enfant, il est très mou, il va se collaber. Et alors, quand vous allez induire une anesthésie, vous aurez ici un segment collabable entre 2 segments rigides, qui sont le nasal et le trachéal. Et si vous ne faites rien, c'est ce qui se passe ici, chez les enfants en IRM. Là, vous êtes palais mou, base de langue et épiglotte. J'attire votre attention sur la surface des voies aériennes ici.
On augmente les concentrations de sévoflurane de 0,5 à 1,5 et regardez la tranche de section des voies aériennes, elle va diminuer sur le diamètre antéro-postérieur et transverse de façon concentration dépendante. On a la même chose avec le propofol et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut probablement augmenter les niveaux de pression et proposer une ventilation avec une CPAP et au mieux de l'aide inspiratoire. Il faut également optimiser les conditions d'intubation. Alors soit on choisit un protocole avec l'anesthésie inhalée et on choisit une action synergique entre les morphiniques et le sévoflurane. Si on choisit un protocole d'anesthésie intraveineuse, et ça c'était la RFE, je vais vous la lire parce qu'elle a donné lieu à beaucoup de discussions. C'est hors situation relevant d'une indication à une induction à séquence rapide ou à l'utilisation d'un curare dépolarisant. Il est probablement recommandé d'utiliser un curare non dépolarisant pour améliorer les conditions d'intubation au cours de l'anesthésie générale par induction intraveineuse chez l'enfant. Donc ça, c'était la conclusion des experts. Et puis pendant l'intubation, vous avez dit 2 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Donc est-ce qu'on peut faire de l'oxygénation apnéique avec de l'Optiflow? Donc il y a des canules qui existent adaptables aux enfants. Et si on fait l'apnée simple versus des protocoles d'Optiflow à 100% d'FiO2, mais vous voyez, vous gagnez peut-être que 30 secondes. Mais 30 secondes, c'est beaucoup par tranche d'âge. Et dans ce travail-là, les enfants n'étaient pas divisés en 2 groupes, mais en 3 groupes. Optiflow 100%, Optiflow 30%. Ils avaient comparé ça avec basse pression d'oxygène, c'est-à-dire oxygène mural, à 0,2 litres kilo-minute, à 100%. Et on voyait qu'en termes de délai pour avoir une SPO2 inférieure à 95, il n'y avait pas de différence entre si on mettait les enfants aux lunettes ou si on mettait les enfants en Optiflow. Dernier point, cannot intubate, cannot oxygenate en pédiatrie. Est-ce qu'on peut facilement faire une ponction de la membrane crico thyroïdienne? Je ne pense pas. Il faut être entraîné. Ce travail avait été fait par 2 praticiens expérimentés. Ils avaient travaillé sur des lapins morts, donc ça bouge beaucoup moins. 3 kg à 5 kg. La trachée était de 3 à 4 mm. Ils ont fait 60 essais et malgré ces conditions, on va dire, plutôt favorables, ils n'avaient que 60% de succès. Et parmi ces succès, dans 42% des cas, la trachée était tellement souple qu'on avait 42% de ponction intratrachéale, c'est-à-dire que le mur postérieur était atteint. Donc, le conseil, c'est ne pas aller sur cette étape. Faire tout pour s'arrêter avant. Parce que ce qui peut être simple chez l'adulte, c'est extrêmement dangereux chez l'enfant. Donc, probablement qu'une des solutions, c'est le training, situation rare, risque élevé. La simulation va nous permettre de mieux enchaîner les manœuvres intubation-oxygénation, de diminuer l'incidence du risque, d'améliorer les expertises, de mieux communiquer au sein de l'équipe et d'éviter les complications chez l'enfant. Donc, probablement, mon message, c'est 1, vous avez compris, c'est priorité à l'oxygénation, bien installer l'enfant, contrôler bien maîtriser l'anatomie, évaluer le risque, faire un débrief avant, parce que vous n'avez que 2 minutes pour vous organiser. Donc, quelle stratégie, quel matériel, quel besoin, qui fait quoi. Et le secret, c'est être rigoureux, rapide, précis, délicat. Il faut vous entraîner. Merci. Merci pour cet exposé très riche, parce qu'en 20 minutes, ce n'est pas facile. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Gilles. Merci beaucoup, Karine, pour avoir associé à la fois l'anatomie et puis les RFE. Ouais. Moi, j'ai une question qui essaie de relier les deux, c'est-à-dire l'aspect anatomique et la pratique. Tu nous as bien montré les particularités anatomiques de l'épiglotte, et pendant longtemps, le dogme en anesthésie pédiatrique, c'était la lame droite. Oui. Puis il y a eu une étude, au moins une, j'en connais une, qui compare une étude prospective randomisée en crossover, chaque malade son propre témoin, qui montre qu'il n'y a pas de différence. Et quand ça ne marche pas avec une, de passer à l'autre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu es d'accord? Ou est-ce qu'il faut passer en cas d'échec au vidéolaryngoscope?
Moi, j'aurais tendance à vous dire, faites ce que vous savez faire le mieux. L'objectif, ce n'est pas le moyen, c'est le résultat. Il faut voir la glotte et mettre le tube entre les cordes vocales. Voilà. Donc, si vous maîtrisez bien, si vous ne faites jamais de masque de Miller, pas en premier lieu. Peut-être pas en premier lieu. Si vous êtes habitué au vidéolaryngoscope, ce qui va être le cas aujourd'hui, bah oui, et on essaie. Si ça ne marche pas, ok, il y a la lame de Miller. Je ne veux pas dire qu'il faut jeter la lame de Miller. Mais vous devez avoir en tête, 1, je n'ai pas beaucoup d'essais, 2, je n'ai pas beaucoup de temps, et je fais ce que je sais faire. Ou pour lequel je me suis entraîné. Si vous êtes entraîné à la lame de Miller, vous faites la lame de Miller. Si vous n'êtes pas entraîné à la lame de Miller, ça ne sera pas votre premier choix. Vous augmentez toutes les chances que vous avez d'emblée. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais moi, je ne les jetterai pas quand même encore, les lames de Miller. C'est trop tôt. Mais pas de suite. Merci beaucoup pour votre exposé extrêmement clair. J'ai beaucoup apprécié la séquence des positionnements et de l'alignement des voies aériennes. Et entre cette diapo et la simulation, je trouve qu'il y a l'étape de la prise au ballon. Oui. Et qui me semble absolument aussi faire l'objet d'un champ entier de formation et de simulation, parce qu'on a des petits mannequins qui s'y prêtent assez bien. On a beau être, semble-t-il, qualifié, on se retrouve toujours devant un enfant avec une situation complètement différente et on doit rechercher un petit peu la bonne position, a fortiori dans les situations que vous avez citées de malformation crânio-faciale. Donc, je voudrais savoir si ça fait partie d'un projet toujours quotidien, quoi. Alors, la ventilation, c'est extrêmement important. Les Asiatiques, du fait de leur faciès, souvent, mettent, avant de mettre le masque facial, mettent souvent des lunettes pour l'oxygénation apnéique. Ce qu'on sait, nous, sur nos morphologies, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite pour que la préoxygénation soit efficace. Donc, ensuite, la ventilation, aujourd'hui, ce que montrent les études, c'est que tant qu'on n'a pas de désaturation majeure et qu'on peut le faire, probablement qu'il est plus pertinent d'utiliser des circuits machines avec de l'aide inspiratoire et des PEP plutôt que du ballon, où on va avoir un risque de volo et barotraumatisme et surtout d'insuffler la poche gastrique qui va entraîner une ascension, là c'est le bad trip, l'ascension de la coupole diaphragmatique, et on va diminuer nos réserves. Donc probablement que bien maîtriser la ventilation, c'est un topo à part entière, et qui doit faire partie de nous. Penser à l'oxygénation apnéique, mais l'oxygénation apnéique ne permettra pas de récupérer, il faudra d'abord réoxygéner l'enfant. Et bien sûr, il faut savoir le faire. Mais déjà, il faut bien installer l'enfant. Bonjour Karine, merci beaucoup pour ta présentation. Une petite question pratique. Tu as mis en avant l'importance du vidéo-laryngoscope dans un algorithme d'intubation qui devient rapidement difficile. Oui. Et tu as insisté sur la courbe d'apprentissage ou l'entraînement. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu plus pour toi, quelle est la courbe d'apprentissage pour l'utilisation efficace d'un vidéolaryngoscope et comment par la suite s'entraîner pour maintenir son niveau optimal pour ces intubations qui sont difficiles? Alors ce que je veux dire, c'est vrai pour l'enfant comme pour l'adulte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser le vidéolaryngoscope uniquement dans les situations difficiles, il faut le faire de façon régulière. Et si on le fait, ne serait-ce que chez les enfants qui ont au moins 1 ou 2 critères d'intubation difficiles, on va voir qu'on en voit régulièrement. Donc, c'est pas se dire « Oh, je vais m'appliquer, ça va passer », mais avoir le choix un petit peu et le garder en tête qu'il faut s'entraîner pour pas que ça soit péjoratif le jour où il y aura une difficulté. Donc, avoir l'indication peut-être un peu facile, au drame de certains économistes, mais il est probable qu'il faut se forcer à les utiliser, même si on sait que ça va nous prendre un peu plus de temps, et si on ne peut pas forcément améliorer nos compétences, mais on aura au moins amélioré la compétence de l'entraînement.
Je voudrais savoir si l'Optiflow peut être recommandé chez tous les enfants qu'on va intuber de moins de 1 an, ou est-ce qu'on doit le conserver uniquement pour les intubations difficiles prévues? Alors, c'est une question. Je ne sais pas si vous avez... On est passé vite parce qu'en 20 minutes, c'était challenge. Les études que je vous ai montrées, il y en a 2 ou 3. C'est juste le début. Elles datent de 2017-2018. On n'a pas encore assez de recul. On doit réfléchir sur l'oxygénation apnéique. Au pire, l'Optiflow pour tout le monde, ça veut dire qu'il faut qu'il soit en salle et qu'il soit monté. Parce qu'en 2 minutes, il faut que ça tout soit prêt. Donc, déjà, si on prend l'habitude de mettre des petites sondes d'oxygène, on va voir ce que ça donne. Et puis, le jour où on pourra, il y aura plus d'études et peut-être qu'on verra un vrai intérêt. Je pense que le message, c'est oxygénation apnéique. Je crois que c'est ça. Dans l'oxygénation apnéique, si on veut qu'elle soit efficace, il faut que les voies aériennes soient perméables. Oui. Or, tu nous as bien montré, et c'est ce qui me pose problème avec l'oxygénation apnéique, que chez l'enfant, elles sont collabables, elles se collabent, notamment sous anesthésie. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu nous préconises pour maintenir ces voies aériennes le plus perméables possible, alors qu'elles sont déjà effondrées, et qu'on veut assurer l'oxygénation apnéique? On va l'assurer pendant qu'on intube. Donc il va falloir qu'on libère les voies, par définition, sinon on ne passera pas ni le laryngo, ni le... Donc c'est dans ce cadre-là. Mais c'est sûr, c'est pour ça que je dis que si on a une désaturation, l'oxygénation apnéique ne sera pas suffisante, parce qu'il faudra libérer, luxer, mettre une bonne installation, et il sera extrêmement important, comme tu dis, de libérer. Donc ça peut être qu'un moyen, je pense, aujourd'hui la littérature est dans ce cadre-là, et c'est mécaniquement, ça s'explique. C'est une fois qu'on a une bonne réserve, on libère la tête de l'enfant, et pendant l'intubation, par définition, on va libérer les voies aériennes, et c'est peut-être amener de l'oxygène pendant ce moment-là. J'ai une question. Je reçois beaucoup d'argent, et donc je peux choisir entre un vidéolaryngoscope avec un canal guide, donc AirTrack, ou bien un autre, Glascope et tous les autres, McGrath et tout. Quel est le meilleur choix? Ou sur quoi baser mon... Alors, sur quoi? C'est moi, je pense qu'il faut... S'il y a beaucoup d'argent, il faut aller 2. Il faut les 2, parce que chacun a ses avantages. Parfois, de bien centrer avec un guide, c'est difficile, surtout sur des malformations, si on a des hémangiomes, des choses comme ça. Donc, il faut les 2, il faut s'entraîner sur les 2. Et aujourd'hui, dans la littérature de la pédiatrie, il n'y a pas l'un plus que l'autre. Il y a 2 qui sont très étudiés, qui sont le Glascope et l'AirTrack, mais dire qu'il y en a un de mieux que l'autre, non. Probablement, je dirais plutôt les 2 techniques, avec et sans guide, sans canal guide, ça c'est bien, qu'on ait les 2, parce qu'aujourd'hui, avec tous les syndromes polymalformatifs, plus tout le vasculaire qu'on voit arriver avec la radio et tout ça, c'est difficile de dire qu'un vidéo correspondra à toutes nos attentes. Donc si vous avez beaucoup d'argent, c'est les 2. J'ai une dernière question, si on a le temps. La situation dramatique, on ne peut pas intuber, on ne peut pas ventiler. Je voudrais avoir ton avis sur l'intubation rétrograde guidée par échographie. Alors, c'est-à-dire que, tu vois, comme tu nous l'as dit, effectivement, la cricothyroïdotomie, on est très, très embêtés. Enfin, vous êtes très embêtés, parce que je ne travaille pas beaucoup chez l'enfant, moi, parce que les voies aériennes sont toutes petites et donc c'est extrêmement difficile. Est-ce que l'échographie, mon message, ma question, c'est plutôt ça. Est-ce que dans cette situation-là, l'échographie peut nous aider à avoir un taux d'échec et donc une proportion de succès plus importante? Chez l'adulte, c'est montré ça, à condition que le repérage ait eu lieu avant. Parce que repérer, alors qu'on a le centre de la bradycardie, je ne suis pas sûre que ça soit simple. Donc si on doit repérer, on le repère avant et on trace avant. Mais chez le grand enfant, j'aurais tendance à dire, chez le petit enfant qu'on ne fait jamais, vous avez vu les espaces, moi j'ai un truc qui marche bien, c'est le téléphone de l'ORL. Et quand je me lance dans une chose comme ça, j'ai tendance à les appeler avant de partir. Mais si on doit faire chez les enfants plus grands, je suis d'accord, hein, l'échographie, on le voit très bien. Thyroïde, la membrane, le cricoïde, ça se voit super bien.
Mais, c'est la panique, hein. Donc le bruit, le truc, là, ça, il faut avoir repéré les axes verticaux et horizontaux avant. Comme ça, on sait où on pique. Gardez en tête le temps. C'est pour ça qu'au début, je vous ai un peu embêté avec ça, le temps. Tout doit être prévu avant.